Sondage que vous nous avez montré, d'abord il y a une bonne nouvelle, c'est que le débat européen passionne. Et s'il y a un problème en France entre les Français et l'Europe, c'est que sans doute pendant toutes ces années passées, on n'a pas débattu au fond des questions européennes. Deuxième élément, moi je sais bien qu'un référendum c'est toujours difficile. Je pense que rien n'est gagné, qu'il faudra faire campagne jusqu'à la dernière minute. Et pourtant j'étais pour le référendum, car on ne peut pas dire l'Europe c'est important et la construire sans les peuples. Et donc aujourd'hui, c'est en quelque sorte une heure de vérité, la campagne de la vérité, devant les Français, conviction contre conviction, argument contre argument. Troisième élément, le débat. Dans la démocratie, il faut qu'il y ait du débat pour que les idées progressent. Et moi, je suis très heureux de voir que ma famille politique se trouve rassemblée autour du oui. Et jusqu'à la dernière minute, on va faire campagne. Parce que ce que je crois, c'est que c'est une chance historique. Historique pour les Français de voter pour une constitution. Cette constitution va nous donner l'occasion de bouger l'Europe, de la changer, de modifier les règles de fonctionnement. Et c'est pour ça que je vote oui. Bruxelles, toujours, quelques jours plus tard. Les huissiers ont rangé leurs uniformes. Les limousines sont au garage. Les chefs d'État sont partis. Les journalistes aussi. La capitale de l'Europe reprend sa routine. Voilà. Allez. Moi, je suis toujours là. Bonjour. Ça va bien? C'est l'heure des nouveaux maîtres de Bruxelles. Comme Michel Barnier, ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui commissaire européen chargé du marché intérieur et des services. Pour cette fonction, il est payé 20 667 € par mois, près de 2 fois ce que gagne François Hollande. Bonjour, ça va Michel? Short sleep. Ce matin, Michel Barnier retrouve les autres commissaires européens pour la réunion du collège, l'équivalent du Conseil des ministres en France. À ses côtés, les autres commissaires, de parfaits anonymes, pour la grande majorité des citoyens français. Et pourtant, ils disposent d'un pouvoir réel sur notre vie quotidienne. Voici le Belge Karel de Gucht, commissaire au commerce. De la voiture Peugeot à la vaisselle en céramique, en passant par les briquets, il a le pouvoir de protéger ou non les produits made in France, en taxant ou pas la concurrence internationale. L'Espagnol Joaquim Almunia, très redouté, car il traque les aides publiques illégales, autant que les monopoles des multinationales. À son palmarès, des millions d'euros d'amende infligés à la France, mais aussi à de grandes entreprises comme Microsoft. La luxembourgeoise Viviane Reding, commissaire à la justice, vice-présidente de la commission. Elle est à l'origine, entre autres, d'un projet de réforme de la garde à vue en France. Les commissaires européens sont au nombre de 27, un par pays. Ils sont nommés pour 5 ans par les chefs d'État et de gouvernement. Au fil des crises, les États européens ont transféré de plus en plus de pouvoir à ces commissaires. Sur le contrôle des budgets nationaux tout d'abord, mais aussi sur la conception de nouvelles lois. Les commissaires européens, ces super ministres anonymes, sont devenus les puissants de l'Europe. Nous sommes dans le rôle de facilitateur. Nous faisons des propositions avec le collège dont je fais partie, qui généralement se trouve, grâce à la collégialité, pas très loin, le plus près possible du centre de gravité de l'intérêt général européen. Clairement, quand vous êtes commissaire européen, dans le rôle d'un ministre européen, entre guillemets, vous êtes au milieu du jeu européen. Vous n'êtes pas seulement du côté d'un pays avec ses idées, ses propositions. Signe de cette révolution invisible, le voyage de la luxembourgeoise Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, il y a quelques mois à Paris. Les premiers orateurs des groupes pourront interroger nos invités. Invitée dans une annexe de l'Assemblée nationale par les députés français, Reding est venue évoquer les méthodes de contrôle de nos finances publiques. Nous passerons à une phase de questions spontanées.
La rencontre est dirigée par Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Sont présents Pierre Moscovici, ministre de l'économie, et Bernard Cazeneuve, alors en charge des affaires européennes. La parole est maintenant à Madame Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne. Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu 10 ans pendant lesquels on n'agissait pas parce qu'on ne voyait pas la nécessité d'agir en commun. Et il est grand temps de refaire ce temps perdu parce qu'on a vu ce que ça nous coûtait de ne pas avoir mis en place les instruments nécessaires à pouvoir intervenir. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles, pour nous forcer d'avancer. Parce que si on sort, ce qui naturellement est toujours possible, c'est impossible, mais naturellement si on veut on peut, c'est très très compliqué. Hein, je ne rentre pas là-dedans, mais c'est très très compliqué. De sortir soit par le bas, soit par le haut, c'est très compliqué. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Aucun. Nous avons besoin du dynamisme de chacun pour deux choses. La première, trouver un nouveau système de régulation. Ça sera l'enjeu du sommet de Londres. Et je puis vous dire une chose, l'Europe aura une position commune et forte. Et je puis vous dire une deuxième chose, nous n'accepterons pas un sommet qui ne décidera pas. Et je puis vous dire une troisième chose, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Cela, je vous assure. La vérité, il mérite d'abord la vérité, plus que les insinuations, parce que si vous étiez bien renseigné sur tous les cas industriels que vous avez cités, vous sauriez que c'est très différent. Je n'étais pas ministre quand SFR a été vendu, et SFR était la propriété d'un groupe totalement privé qui était Vivendi. Vous n'étiez pas ministre? Non, je n'étais pas ministre. Vous avez déjà commis ce mensonge devant 10 millions de personnes lors du débat que nous avons... Monsieur Macron, ça ne vous a jamais choqué que la banque Rothschild organise les transferts de grandes entreprises françaises, je pense à Alstom. La banque Rothschild, dont Emmanuel Macron était associé gérant 2 ans avant, est celle qui a fait la vente d'Alstom aux Américains. Je ne voudrais pas que le soupçon demeure dans l'esprit de nos concitoyens. Clairement. Sur tous les cas que vous avez évoqués, je n'ai jamais eu à en connaître, je ne suis pas intervenu. Je n'ai jamais eu à en connaître, je ne suis pas intervenu. Et c'est pourquoi j'ai pris en effet la décision d'autoriser General Electric à investir en France.
l'autorisation d'investissement qui a été justement donnée à General Electric le 5 novembre. Je l'ai autorisé. Conflit d'intérêts apparent évident. Macron a-t-il violé la loi alors qu'il était ancien associé de Rothschild et il détient toujours des parts de fonds de placement réservés aux salariés de la banque, selon sa propre déclaration officielle? Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. D'Emmanuel Macron qui arrive au Louvre dans une image assez solennelle. Tout à fait, oui. C'est un peu François Mitterrand, mais sans Panthéon. Enfin, c'est le Louvre, c'est pas rien non plus. Oui, c'est une référence aussi, bien évidemment, à Mitterrand. Il est seul, tout seul. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Personne derrière lui, ni sa femme, ni ses belles-filles, ni ni sa mère, ni personne. Voilà, cette solitude du président, d'ailleurs, qui marche effectivement sur cette esplanade tout seul. Alors, qu'est-ce qui est prévu là? Va-t-il faire une nouvelle allocution? Bien sûr, il devrait qui parler. S'adresse celle-ci plus spécifiquement, puisque Barry Zacharie nous a rejoint, qui a fait la campagne d'Emmanuel Macron, et qui va s'adresser plus spécifiquement à ses soutiens et à ses militants. Voilà, et cette place du Carrousel qui donc a été vidée de cette partie-là, pour que tout ça a été vraiment scénarisé. Scénarisé tout seul, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je sais pas. Quelle est votre réaction sur ce plateau? Vous êtes délégué national d'En Marche, je le précise, Barry Zacharie. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images? Alors, ça m'inspire. C'est beaucoup ou c'est juste ce qu'il faut? Non, mais je pense que c'est ce qu'il faut. Il est dans une joie grave. Et là, ça c'est le mot que vous refilez tous là. Oui, mais on va le décliner. On va le décliner. Parce qu'il y a joie et il y a grave et il y a gravité. Et là, il est devant cette pyramide magnifique. Enfin, ces pyramides magnifiques. C'est l'audace. Ces créations, ça a été l'audace sous Mitterrand. Et lui, il est audacieux. Ces images ça colle parfaitement. Comment modernité. Comment Emmanuel Macron il marche toujours là, c'est étonnant. Il fait combien de kilomètres? Est-ce qu'il a comment vous expliquez qu'il ait deviné de ce changement de la classe politique qui est déconsidérée aujourd'hui? Nous avons, parce que nous sommes plusieurs à avoir été à ses côtés, nous avons fait un diagnostic qui s'avère sérieux. Alors, Zacharie, on nous dit qu'on ne vous entend pas très bien, parce qu'il y a un petit problème de micro, on va le régler. On va peut-être, avant qu'Emmanuel Macron ne prenne la parole, saluer l'arrivée de deux autres invités. Valérie Debord, porte-parole des Républicains, et Jérôme Rivière, membre du conseil stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Je vous ai déjà reçu sur RFI, je l'ai précisé, nous n'avons pas de rapport de lien de parenté. Enfin voilà, c'est un patronyme relativement répandu et voilà, c'est le pur hasard. Alors Emmanuel Macron, c'est vrai que là, il parcourt une distance relativement impressionnante. Tout seul, ouais. Ça nous laisse un peu. Oui, c'est ça, oui. En marche. Un par un, etc. Et on est vraiment dans la métaphore de la marche. En tout cas, ça a été pensé, ça a été scénarisé, ça a été mis au point de manière assez. Et maintenant, il va gravir des marches. Oui, c'est cette thématique de la marche, de la mobilité. Donc là, il monte sur l'estrade, effectivement, pour prononcer, j'imagine,
un discours. Et alors, personne de sa famille, il n'est entouré ni de son épouse, ni de ses soutiens, ni de sa famille.